Madame, Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Yves Lefebvre. Je suis le président du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Et mes premiers mots ce soir, bien sûr, ce sera pour vous remercier bien chaleureusement de venir participer à cette consultation publique sur le plan de conservation du site patrimonial de Charlesbourg. Vous savez, c'est un site d'importance nationale qui a été décrété par le gouvernement du Québec en 1965. Ça fait pratiquement 50 ans aujourd'hui. Ce site qu'on connaît aussi sous le nom de Très-Carré est riche en histoire et il est unique au Québec. Il constitue un des rares villages en étoile qui subsistent encore aujourd'hui en Amérique du Nord. Merci également à vous tous, les internautes, et vous êtes nombreux ce soir, qui assistez en direct à cette séance d'information. Cette séance, donc, qui sera d'ailleurs disponible en différé dès demain sur le site Web du Conseil du patrimoine, sera également retranscrit, c'est-à-dire la retranscription de la séance sera d'ailleurs disponible dès demain également sur le site Web. Donc, vous pouvez soit l'entendre ou le lire dès demain. Ce soir, nous allons prendre connaissance de ce projet de plan élaboré par le ministère de la Culture et des Communications. La loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur en 2012, prévoit en effet que la ministre doit établir pour chaque site patrimonial déclaré, on en compte actuellement 12 sites patrimoniaux au Québec, donc pour chaque site patrimonial, la ministre doit établir un plan de conservation qui renferme ses orientations à l'égard du site concerné, des orientations qui guideront désormais ses décisions. C'est donc un document important qui vous concerne tous directement, puisqu'il présente les orientations, les règles, les critères qui vont guider la ministre quand viendra le temps d'autoriser les demandes de travaux dans le site patrimonial. La ministre souhaite vous consulter à ce sujet. Et elle tient à vous consulter avant d'adopter et de rendre public ce plan de conservation. Elle s'est donc tournée vers le Conseil du patrimoine culturel du Québec, qui est un organisme de consultation objectif. Pas neutre, mais objectif. Qui a notamment, dis-je, pour mandat de tenir des consultations publiques sur toute question que peut lui référer la ministre. Votre contribution permettra, j'en ai l'assurance, de bonifier le plan de conservation, le projet de plan de conservation qui vous sera présenté ce soir. C'est dans cet esprit que la ministre nous a demandé de mener ces consultations afin de faciliter les échanges et l'expression des opinions. Je souhaite donc un exercice, d'abord et avant tout, efficace. Un exercice qui nous permettra d'apporter une valeur ajoutée, un exercice qui se déroule dans un esprit d'ouverture, de dialogue, d'échange. Je suis accompagné ce soir de 3 autres membres du Conseil du patrimoine. À ma gauche, Mme Anne Mundy, qui est la vice-présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Ensuite, M. Serge Filion, urbaniste et membre émérite de l'Ordre des urbanistes du Québec. Et enfin, M. Hébert Dufour, éducateur et muséologue. Mes collègues et moi-même, nous sommes en mode écoute. Nous voulons vous entendre, nous voulons vous comprendre pour ensuite rapporter à la ministre vos impressions, vos commentaires, vos critiques, vos suggestions, de quelque nature qu'ils soient. Et soyez assurés que nous le ferons avec rigueur. La consultation publique lancée depuis 2 semaines environ maintenant se déroulera en 2 principales étapes. Première étape, ce soir, nous vous proposons en premier lieu une séance d'information générale, dont l'objectif est de s'assurer de la bonne compréhension du plan. Alors, tout de suite après ce mot de bienvenue, nos collègues du ministère vont prendre peut-être une 45 ou 50 minutes pour vous présenter ce plan et vous l'expliquer, pour ensuite arriver à une période de questions. Donc, ce sont messieurs Jean-Jacques Adjidian, qui est juste à ma gauche, qui est directeur général du patrimoine au ministère de la Culture et des Communications, et son collègue Sylvain Lisotte, conseiller en patrimoine à cette même direction.
Dans une deuxième étape, ce sera l'audience publique, donc le 24 novembre, dans un mois environ. Vous serez alors invité à, premièrement, exprimer votre opinion sur le plan, et deux, à nous dire sans réserve, puis avec confiance à nous quatre, membres du Conseil, ce que vous en pensez. Et troisièmement, à suggérer, autant que possible, des bonifications. Et nous nous engageons à vous entendre et à vous écouter sans idées préconçues. Je me répète, mais c'est fondamental, nous nous engageons à rendre compte fidèlement de vos propos à la ministre. Je vous invite à cet égard à consulter le site Web du Conseil pour connaître tous les détails si vous souhaitez vous exprimer sur le plan de conservation, que ce soit par écrit ou simplement par une présentation verbale. N'hésitez pas, appelez-nous, 418-643-8378, on le verra un petit peu plus tard dans la soirée. Écrivez-nous à l'adresse Internet qui est à l'écran. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Alors, je vous remercie de votre intérêt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un dialogue fructueux. Et sans plus tarder, je vais inviter M. Adjidian et M. Lizotte à nous présenter le plan de conservation du site patrimonial de Charlesbourg. Et nous, on se revoit dans 45 minutes pour entamer un échange et des questions, si vous en avez, bien sûr. Alors, à tout de suite. Merci. Merci, M. Lefebvre. Merci à vous tous. C'est à notre tour de vous remercier d'être présents avec nous ce soir pour la présentation de ce plan de conservation-là. Notre objectif ce soir, en quelque sorte, dans un premier temps, c'est, comme M. Lefebvre l'a présenté, c'est de vous faire la présentation du plan de conservation. C'est quoi un plan de conservation? À quoi ça sert? D'où ça vient, cette idée-là de plan de conservation? Comme M. Lefebvre l'a mentionné, la ministre a demandé au Conseil de faire ces consultations-là. Il s'agit d'une démarche volontaire de la part du ministère. La loi, en quelque sorte, n'a pas cette obligation-là de consultation-là, mais on a voulu une participation. On a voulu écouter un petit peu ce que le milieu a à nous dire par rapport à ce plan de conservation-là. Et c'est dans cette optique-là que la demande de consultation publique a été faite au Conseil. La présentation, en gros, vous avez le plan de la présentation, mais elle sera en deux parties. Je ferai peut-être la première partie rapidement pour vous situer un peu le cadre légal qui nous amène au plan de conservation. Et par la suite, on pourra rentrer plus en détail dans son contenu. Évidemment, je pense qu'il y aura une période de questions à laquelle il nous fera plaisir de répondre à toute question concernant le plan. Comme ça a été mentionné, il y a eu l'adoption de la loi sur le patrimoine culturel qui est venue remplacer la loi sur les biens culturels. L'objet de cette loi est de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, qui est un reflet de l'identité d'une société dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable. Ça vient un petit peu camper l'objet de cette loi. Qui vise un petit peu à protéger, pas un petit peu, beaucoup, à protéger les éléments significatifs de l'identité de notre société et de s'assurer de leur préservation pour les générations futures. Parmi, entre autres, des choses que la loi met en place, elle crée un statut de sites patrimoniaux déclarés, ce qui avant était connu sous le nom d'arrondissement historique. La nouvelle loi donne une nouvelle dénomination qui est site patrimonial déclaré. C'est un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique. Tout ça, on va revenir un peu plus tard pour un petit peu les détailler, les expliquer c'est quoi une valeur et qu'est-ce qu'on entend par ça. Mais peut-être attirer votre attention qu'il s'agit d'un statut, et c'est le seul statut gouvernemental en termes de patrimoine. La ministre recommande au gouvernement d'être
attribuer ce statut-là, et c'est le gouvernement du Québec qui donne ce statut-là. C'est une des plus hauts degrés de statut que la loi permet. Juste pour vous dire, au Québec, actuellement, on a 12 sites déclarés. Au moment où on a à peu près 500 sites classés, 500 éléments classés au Québec, juste vous dire, juste pour illustrer jusqu'à quel point il s'agit de quelque chose d'exceptionnel, d'un geste exceptionnel que le gouvernement pose en déclarant ces sites-là. Comme je le disais, on a 12 sites déclarés, dont 4 sur le territoire de la Ville de Québec, Beauport, Charlesbourg, Sillery et le Vieux-Québec. Et pour chacun de ces sites déclarés-là, la loi maintenant oblige, en fait, donne la responsabilité au ministère, à la ministre, de mettre en place et d'adopter un plan de conservation. Le projet de plan de conservation de Charlesbourg, c'est là qu'on est ce soir pour vous le présenter. En fait, cette volonté-là aussi, dans la loi, est venue d'une volonté de plus grande transparence dans l'action du ministère. Le plan de conservation, comme M. Lefebvre le disait plus tôt, il donne les orientations à partir de quelle la gestion du site va se faire. Avant, peut-être... on s'est fait à quelques fois reprocher de ne pas, ou par certains citoyens, comprendre c'est quoi les bases à partir desquelles les décisions sont prises. Ce qu'on a voulu par les plans de conservation, c'est donner les orientations et en quelque sorte les règles qui dictent la gestion de ces sites déclarés-là. Dans un site déclaré, bon, il y a certaines règles à suivre. Si vous y habitez, vous les connaissez sûrement. Ces deux séries d'articles, on a mis un peu les termes légaux ici. Opération cadastrale, modifications sur l'aménagement, les constructions, les réparations, les démolitions, les nouvelles constructions et l'excavation du sol. En fait, s'il y a un changement au niveau du lotissement des terrains ou s'il y a des travaux sur les éléments bâtis, les bâtiments, ou c'est une excavation, il y a une autorisation qui est exigée en vertu de la loi. Également, s'il y a de l'affichage ou de la modification sur cet affichage-là, de nouveaux affichages ou de la modification sur de l'affichage existant. Ce que la loi ne gère pas, souvent on se demande qu'est-ce qu'elle gère pas. La loi ne gère pas la planification urbaine, le contrôle de la circulation, la densité. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui pourront avoir un impact là-dessus, mais elle ne les gère pas directement. Le changement d'usage, est-ce que c'est une résidence, un commerce? Est-ce que c'est institutionnel ou résidentiel? Ces éléments-là ne sont pas gérés par la loi. L'aménagement intérieur, quand on est dans un site déclaré, l'aménagement intérieur n'est pas géré par la loi. La protection des espèces naturelles, évidemment, la gestion des accès publics, le droit de passage et le développement du potentiel touristique, même si on conserve avec une certaine volonté d'être fier de ce qu'on a, mais on ne régit pas en quelque sorte le développement touristique via cette loi-là. Pour tous les actes qu'on a mis qui sont gérés par la loi, évidemment, il y a une demande d'autorisation qui doit être faite. Ce qui a été convenu avec la Ville de Québec pour les sites sur son territoire, la demande d'autorisation se fait simultanément quand vous faites votre demande de permis à la municipalité. C'est pour faciliter le traitement aux citoyens, puis la municipalité la transmet au ministère. Il y a une analyse, puis on essaie le plus souvent d'être arrimé en quelque sorte, d'être cohérent avec les règlements municipales et vice-versa dans les sites déclarés. Là, on revient un petit peu faire le partage entre ce qui relève de la ministre et ce qui relève des municipalités.
Comme on l'a dit tantôt, tout ce qui est modification au lotissement, l'aménagement d'un immeuble, la volumétrie, agrandissement ou si on veut faire un nouvel édifice, l'implantation, c'est quoi la grandeur, où est-ce qu'il est situé, comment il est situé, les traitements du bâtiment, quel type de parement on va mettre et l'affichage. De l'autre côté, c'est les usages, la planification urbaine, l'affectation du sol, la circulation, le potentiel touristique, le développement économique. Tous ces autres aspects-là relèvent plus du pouvoir de la municipalité qu'elle a. On est en quelque sorte complémentaires et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les municipalités dans nos actions. La gestion d'un bien patrimonial amène à une responsabilité partagée. Il faut, pour réussir, avoir des objectifs communs. Puis ça, ces objectifs-là sont partagés par l'ensemble des intervenants. Les citoyens, les propriétaires, les experts qui nous aident à documenter, à étudier ces lieux-là, mais également la Ville et le ministère. Mais sans la collaboration des citoyens et des propriétaires, la tâche peut être très difficile. Peut-être pour vous illustrer un petit peu aussi cette différence-là entre les pouvoirs de la municipalité et de la ministre. Beaucoup, on parle de pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est important de le comprendre pour comprendre plus tard le contenu du plan de conservation. La loi donne ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire à la ministre, tandis que la municipalité, en vertu des dispositions réglementaires, elle a un pouvoir normatif. Et si je peux l'illustrer, peut-être l'exemple qu'on peut donner, souvent nous autres, un exemple, on va peut-être dire dans un plan de conservation, les bâtiments ne devraient pas dépasser la cime des arbres. Ça va être un petit peu une approche qualitative. Ça peut être variable selon la cime des arbres parce qu'on veut protéger un certain élément du paysage, par exemple. Tandis qu'un pouvoir normatif de la part de municipalité, ça va être pas plus que tant d'étages ou telle hauteur. C'est vraiment fixé, peu importe on est où sur le territoire. Ça vient donner une petite influence qui permet peut-être un certain regard qui est différent quand on est dans des arrondissements, dans des sites déclarés. On arrive peut-être dans le cœur du sujet à un plan de conservation. Un plan de conservation, c'est quoi? On le répète, c'est un document qui donne la logique avec laquelle on va, en quelque sorte, gérer le site déclaré. Et cette logique-là se base sur l'histoire et sur ce qu'est le site lui-même. De la façon dont on le construit, puis on va le voir en détail, la première étape qu'on fait, c'est qu'on revisite l'histoire des lieux. On revient l'historique de l'occupation du territoire pour essayer de déterminer, dans un premier temps, les valeurs et les caractéristiques. On essaye de voir sur le territoire quels sont les signes qui encore nous rappellent des éléments historiques, les signes physiques qu'on peut lire sur le terrain, le type d'aménagement. On parlait d'un aménagement en étoile, on va le voir tantôt plus en détail. Ça a une raison historique. Et si on veut garder une trace de cette histoire-là, il y a peut-être lieu de garder cet aménagement-là. Par la suite, on essaie de déterminer à partir de ça pourquoi cet arrondissement-là, ce site déclaré-là est important. C'est ce qu'on appelle les valeurs et on va pouvoir les décortiquer par la suite pour essayer de comprendre. Ce sont les éléments positifs, les raisons d'être, les raisons pour lesquelles on veut préserver ce territoire-là. Et par la suite, on fait la jonction de tous ces éléments-là pour donner des orientations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est préférable? Qu'est-ce qui est souhaitable? Si on le fait, ce n'est pas souhaitable, ça peut porter atteinte à un élément historique de ce territoire-là.
Peut-être on est rendu à les voir plus en détail, puis je céderai la parole à Sylvain. Merci, Jean-Jacques. Effectivement, ce qui est intéressant dans ce cas-ci, on parle d'un exercice, Jean-Jacques le dit, à rebours, puisque l'on parle d'un site patrimonial qui est déclaré depuis 1965. Dans le cas des nouveaux classements, ceux qui seront faits après l'entrée en vigueur de la loi, donc après le 19 octobre 2012, ou pour les nouveaux sites patrimoniaux déclarés, puisqu'il pourrait s'en ajouter, bien, effectivement, dès le départ, on établira les valeurs patrimoniales, les caractéristiques, et on devra se doter d'un plan de conservation. Dans ce cas-ci, bien, on fait un peu l'exercice à rebours, donc c'est d'aller chercher quelles étaient les intentions du législateur, pourquoi est-ce qu'on a protégé ce site-là en 1965 et qu'est-ce qui subsiste maintenant, en 2014, de ce site-là. Au niveau de la forme du plan de conservation, Jean-Jacques le dit, tout d'abord, il y a la question des valeurs patrimoniales qui sont fondamentales. C'est le cœur du plan de conservation. Qu'est-ce qu'une valeur patrimoniale? En fait, une valeur patrimoniale, c'est la raison pour laquelle on protège le territoire. Donc, c'est les motifs. Qu'est-ce qui a amené en 1965 à protéger ce territoire-là? Qu'est-ce que l'on voulait protéger? Ces valeurs-là, on parle d'un ensemble de qualités positives. C'est des valeurs qui distinguent un élément du patrimoine culturel d'un autre, puisque, on l'a bien dit, on a 12 sites patrimoniaux déclarés, ce qui fait que l'on pourra avoir des jeux de valeurs qui vont varier d'un site à l'autre, puisque les raisons de leur protection seront différentes, étaient différentes, sont différentes. C'est ce qui explique pourquoi on le protège. Et bien sûr, les valeurs, en fait, l'objectif, c'est la protection des valeurs et l'action du ministère et des municipalités, bien sûr, c'est de protéger ces valeurs-là. Les valeurs, on l'a vu dans la définition d'un site patrimonial au début, il y en a plusieurs, donc ce sont toutes des valeurs, je les ai mises à l'écran, qui expliquent pourquoi le législateur pourrait protéger un site patrimonial. Anciennement, dans l'ancienne loi, il n'y avait pas de distinction, on parlait d'arrondissement historique. Elles étaient toutes contenues dedans. Maintenant, on les décortique et on va voir celles spécifiques à Charlesbourg. Le deuxième élément qui est important à présenter, en fait, c'est la question des caractéristiques. Les caractéristiques, par rapport aux valeurs qui sont plutôt de nature immatérielle, des caractéristiques, c'est des éléments physiques concrets, des éléments qu'on retrouve sur le territoire, qu'on est capable de toucher, et c'est des éléments sur lesquels on a une prise quand on intervient. Ces caractéristiques-là vont prendre des formes variées. Dans le cadre de l'exercice des plans de conservation, on a défini, si vous voulez, 7 grandes catégories de caractéristiques qui sont un peu des couches qui se superposent. Et dans le fond, on part du cadre naturel, qui est les données du territoire, la topographie, les arbres, l'eau. Et on en vient au réseau viaire, donc les rues. Donc, les rues, comment sont agencées les rues. On parle ensuite du système parcellaire, donc les terrains. Comment sont les terrains, leur grandeur, leur dimension et qu'est-ce qui explique que les terrains sont comme ça maintenant. On parle ensuite du cadre bâti, donc les bâtiments, maisons, des bâtiments spécialisés, les églises, couvents, presbytères. On parle ensuite d'unités de paysage, donc des parties de territoire qui ont des caractéristiques communes, donc des secteurs, si vous voulez. On parle ensuite de qualité visuelle. Qualité visuelle, c'est ce qu'on voit. C'est un élément qui est perçu. Et on termine avec le patrimoine archéologique, donc ce qui est en dessous de nos pieds, grosso modo. C'est une lecture qui est éclatée, disons, par rapport peut-être à la vision qu'on avait avant. Anciennement, on percevait davantage un arrondissement historique, les anciens arrondissements historiques, comme une collection de bâtiments. Ce qu'on présente maintenant, c'est une lecture, on dit, bien, l'architecture, oui, elle est importante, c'est un élément fort. Par contre, un site patrimonial, c'est plus que ça. C'est plus que seulement une intervention à la pièce sur des bâtiments. La question, par exemple, des vues, maintenant, prend une importance beaucoup plus grande qu'auparavant et elle est aussi importante que les bâtiments. Donc, l'objectif est encore là pour s'assurer que les valeurs continuent à être transmises, à être comprises par les prochaines générations, mais c'est de s'assurer que les caractéristiques qui les incarnent, ces valeurs-là, on s'assure de les préserver dans nos actions de tous les jours, puisque si on altère chacune des petites caractéristiques, bien, ce qu'on pourrait se ramasser, c'est d'avoir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, des valeurs patrimoniales. On aurait protégé un territoire pour une raison déterminé et on se ramasserait dans une situation où ce serait difficile de le sentir sur le territoire, la raison pour laquelle on l'a protégé.
On en vient aux orientations. Les orientations, en fait, c'est la troisième grande partie du plan de conservation. C'est effectivement des balises qui orientent l'action du ministère, donc dans des situations précises dans les interventions. En fait, c'est de se dire comment on va protéger les caractéristiques, donc intervention par intervention. Il y a 3 types d'orientations. On a des orientations qui s'appliquent à tous les types d'orientations, donc qui sont générales, qui sont, disons, qui transcendent un peu toutes celles-là. La première, bien sûr, c'est de préserver les valeurs patrimoniales, parce que c'est l'objectif premier de l'action du ministère. La deuxième, on parle de privilégier un traitement minimal et ensuite d'assurer la continuité à travers le changement, puisque les sites patrimoniaux tels qu'on les connaît maintenant, le site de Charlesbourg, en fait, il n'a jamais eu l'air qu'il a l'air en ce moment. Donc, le site, il évolue au fil du temps et ce qu'on veut, c'est de s'assurer que, dans le fond, cette évolution-là soit respectueuse de l'histoire du site, elle s'inscrive dans un esprit de continuité, mais l'objectif n'est pas de mettre une cloche de verre et d'empêcher toute forme de transformation. On a des orientations générales, donc qui s'appliquent à des caractéristiques précises. Par exemple, pour l'architecture ancienne, pour les maisons anciennes de Charlesbourg, en fait, notre objectif, c'est de s'assurer des interventions de préservation, de restauration. Quand je parle préservation et restauration, on parle d'utiliser des matériaux traditionnels, du bois, de la pierre, de la tôle, du bardeau. Donc, vraiment, c'est ce qu'on vise de manière globale au niveau architectural pour les bâtiments anciens. En ce qui a trait aux orientations particulières, bien, en fait, c'est là qu'on arrive dans le fin détail. Là, c'est très, très précis. C'est par exemple, je veux changer la couverture de mon bâtiment et je veux savoir qu'est-ce que je devrais mettre. Donc là-dedans, vous devriez retrouver des orientations qui vous indiquent relativement clairement ce que le ministère va considérer comme étant une intervention pertinente, une intervention admissible. C'est très précis, donc vous allez voir, on passe de quelque chose de très macro à quelque chose de très précis jusqu'aux fenêtres, mais en fait, c'est que dans le fond, toutes ces petites interventions-là, vous le savez, pour les gens qui êtes propriétaires dans le site patrimonial, vous avez besoin d'une autorisation pour les réaliser. Donc, nécessairement, nous, notre objectif, c'est de vous dire bien, comment on va analyser les demandes qui vont nous être faites. Pour ce qui est de Charlesbourg, de manière plus précise, donc on l'a dit, c'est un site qui a été déclaré en 1965, donc ça fait maintenant 39 ans. 65, on était après l'entrée en vigueur de la loi sur les monuments historiques en 1963. Donc c'était la grande période de désignation. On avait le Vieux-Québec en 63, on avait Sillery, on avait Beauport, Charlesbourg. Donc c'est une période charnière. C'est un site, en fait, qui est constitué d'un ancien noyau villageois qui a été aménagé à partir de 1665. Donc, on parlait vraiment 300 ans plus tard, on avait protégé le site. On parle d'un noyau villageois qui est structuré selon un plan radial. Donc, l'expression tout à l'heure qui a été utilisée, un plan en étoile, est très bonne. En fait, on a un carré central et on avait anciennement des terres agricoles qui avaient la forme de pointe de tarte et qui venaient, à partir du trait carré, rayonner de part et d'autre. Donc, et on parle d'un site qui est situé sur la première terrasse qui surplombe la rivière Saint-Charles, un site qui compte environ 138 bâtiments principaux, plus bien sûr des bâtiments secondaires. On a la présence d'un noyau paroissial avec l'église Saint-Charles-Borromée, le presbytère, le parc du Sacré-Cœur. On a la présence de bâtiments institutionnels, donc d'anciens couvents, entre autres, des écoles, d'anciennes maisons de ferme, des dépendances agricoles, ainsi que quelques commerces. Donc, le site inclut également le Moulin des Jésuites, qui est peut-être, si vous vous promenez par le trait carré, pas toujours facilement perceptible puisqu'il est de l'autre côté du boulevard Henri Bourassa. Et il compte 2 sites archéologiques qui couvrent l'ensemble du territoire. Tant qu'à présenter le site aussi, je vais vous parler des limites. Donc, c'est une question qui revient souvent. Donc, qu'est-ce qui explique, en fait, le choix en 1965 des limites?
d'autres sites patrimoniaux, par exemple à Trois-Rivières ou même le Vieux-Québec, les limites sont souvent déterminées de l'extérieur. Donc, on cherche un élément, une ancienne palissade qui explique pourquoi on a arrêté le périmètre à un endroit précis. Dans le cas de Charlesbourg, en fait, la logique est un peu inverse. Il faut vraiment penser que les limites découlent du trait carré. Donc, si vous vous promenez le long du trait carré, dans le fond, ce qui a été protégé, ce qu'on voulait protéger, c'est ce qui était à l'intérieur du trait carré est-ouest, donc la partie centrale, et les propriétés qui étaient immédiatement en bordure du trait carré de part et d'autre. Par la suite, bien, effectivement, le choix du périmètre aux extrémités des terrains découlait grosso modo des limites cadastrales de l'époque, mais vraiment la logique, il faut vraiment la penser de l'intérieur, donc à partir du trait carré. On a, comme ici, je vous parlais tout à l'heure des valeurs patrimoniales, on a 5 valeurs patrimoniales pour ce site-ci. On a en premier une valeur historique, une valeur urbanistique, une valeur paysagère, une valeur architecturale et une valeur archéologique. Donc, la valeur historique, on parle effectivement vraiment d'un ancien bourg qui a été fondé en 1665 dans l'une des plus vieilles seigneuries de la région de Québec. On parle également d'un développement d'un noyau urbain qui va s'échelonner tout le long du 19e siècle. Au niveau urbanistique, bien, effectivement, on parlait du plan en étoile. Donc, M. Lefebvre, en guise d'introduction, l'a bien souligné, c'est un élément qui est unique, qui est très rare. On en avait 3 dans la région de Québec. On avait ici le trait carré. On avait au sud, on avait la Petite Auvergne, qui est un demi-plan en étoile, et on avait Beau-Royal. Celui-ci, il est mieux préservé que les autres et il était doté d'un cœur institutionnel, donc avec église, presbytère, cimetière. Donc, c'était vraiment sa particularité. C'est un élément très, très fort. Au niveau paysager, bien, effectivement, on est sur une terrasse qui surplombe la rivière Saint-Charles, donc ça dégage de très belles vues vers le sud, donc c'est un élément qui est important. On a également la présence du clocher de l'église, donc qui est un élément repère, donc un peu partout, quand vous vous promenez dans le site patrimonial, vous avez à plusieurs endroits des vues sur le clocher qui sont très importantes. Vous avez également au niveau architectural une collection, je parlerai d'une collection de bâtiments, surtout de l'architecture résidentielle du 18e siècle jusqu'au début du 20e siècle, donc tous les types qui sont importants, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et vous avez au niveau archéologique, je parlais de 2 sites, mais également un potentiel archéologique. Donc, un potentiel, c'est qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on avait à ouvrir le sol. Donc, un potentiel de découverte encore très grand. Je commence effectivement à la présentation des caractéristiques précises. Donc, elles sont détaillées avec beaucoup de détails dans le plan de conservation. Ce soir, ce que je vais faire, c'est vraiment un résumé très, très bref. Par contre, à la fin de nos présentations, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez, si vous voulez qu'on approfondisse un peu plus avant. Donc, cadre naturel, je l'ai dit, donc c'est des éléments physiques. Un élément qui est intéressant ici, c'est qu'on est, ce que je l'ai dit, une terrasse qui surplombe la rivière Saint-Charles. On est sur un territoire qui ascendant, donc on monte du sud vers le nord de manière constante. Donc, c'est un territoire qui est relativement plat, qui est dénivelé vers le sud et pour lequel on a un couvert végétal quand même relativement mature et important. Si je le montre en carte ici, donc vous avez les 2 parcs qui occupent le centre. Vous avez, on ne le voit pas très bien à l'écran, mais si on comparait avec le cadre qui est autour, hors site patrimonial, une présence quand même d'arbres matures de couvert végétal plus grande. Et vous voyez les courbes de niveau. Donc, c'est vraiment, on voit que le territoire, il monte du sud vers le nord de manière progressive. Donc, c'est un endroit qui était très bon à l'époque pour l'agriculture. Donc, c'est une des caractéristiques importantes qui expliquait qu'on a établi le site à cet endroit-là et qui explique que dans la région de Québec, plusieurs territoires comme Beauport, par exemple, étaient établis sur de telles terrasses ascendantes. L'objectif du ministère dans ce cas-ci, je vous parlais d'orientation générale, c'est de préserver les caractéristiques historiques du cadre naturel. Donc, je parle des caractéristiques historiques, donc notamment celles rattachées à la topographie, couvert végétal. Par exemple, on a établi que le couvert végétal était important. Donc, dans ce cas-ci, s'il y a une demande pour couper des arbres, c'est certain que cette demande-là, on va la scruter avec beaucoup d'attention parce qu'on a établi que c'est une des caractéristiques.
on regardait des photographies anciennes, on voyait tout autour de Charlesbourg, c'était la rase campagne, donc c'était vraiment des champs en culture, mais le centre, en fait, des petites pointes de tarte qui se raboutaient près du cœur, bien, c'était là, effectivement, où on avait de la végétation, où on avait des arbres. Tout autour, c'était plutôt des terres en culture. Donc, c'est une caractéristique importante à préserver. Donc, quand je parle des caractéristiques historiques, on parle de ça. Au niveau du réseau viaire, donc je parlais les rues, donc c'est les rues, tout ce qui est autour de nous. On a une caractéristique, la caractéristique majeure, c'est le croisement de la Première Avenue et du boulevard Louis XIV. C'était des parcours directeurs. Parcours directeurs, on parle des plus vieux parcours qui permettaient de relier des noyaux, des vieux noyaux d'établissements. Donc, on en avait un pour Première Avenue qui venait du sud, de Québec, et qui montait vers des concessions qui étaient, par exemple, la concession Saint-Pierre-Sainte-Claude, qui était au nord de Charlesbourg. Et on a le boulevard Louis XIV qui permettait de se déplacer est-ouest sur le territoire et d'atteindre, par exemple, Beau-Royal à l'est. Donc, le croisement de ces deux parcours-là forme un noyau bien important. On a des caractéristiques, par exemple, le fait que la Première Avenue, elle est légèrement déviée quand on arrive à l'église. La même chose, Louis XIV, quand on vient de l'ouest, effectivement, vous arrivez face à l'église. Effectivement, après ça, il faut remonter, il faut contourner l'église. C'est une caractéristique. Si on regarde des cartes anciennes, c'est là depuis le 17e siècle. Donc ça, c'est vraiment très important. On a un parcours d'implantation majeur, très carré, est-ouest, parce qu'effectivement, dès l'époque, dès 1665, quand on a établi le bourg, c'était le chemin qui entourait la commune, où il y avait le pâturage commun. Et autour de ça, on devait construire les maisons. Donc, à l'époque, quand on a concédé les terres, on avait une obligation de construire dans le premier tiers de la terre. Donc, on voulait vraiment que les maisons soient construites près du trait carré. Donc, c'est un parcours d'implantation parce que c'est là qu'on construisait les maisons. On a des parcours de raccordement. Donc, c'est des parcours qui permettent de faire le lien entre d'autres parcours. On a, par exemple, des chemins privés. On a Henri Bourassa, qui est un parcours de raccordement, restructuration pour Henri Bourassa, mais parcours de raccordement, on a chemin Samuel et chemin Paul Comtois, qui permettaient de passer de l'intérieur du trait carré et d'en sortir, puisque, dans le fond, c'était un noyau quand même assez concentré. On a également la présence de quelques espaces ouverts. Donc, on l'a vu sur la carte, 2 parcs qui sont très importants et également d'autres petits espaces qui ont été aménagés, donc des espaces plus récents, mais qui sont très intéressants. Donc, vous le voyez sur la carte, je parlais du croisement des 2 axes. On voit très bien la déviation de Louis XIV quand on arrive près de l'église. Pour tous ceux et celles qui ont traversé le territoire, par exemple en automobile, en vélo, à pied, vous le savez, quand on arrive à partir de l'ouest, on tombe tout en face de l'église. C'est quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. On voit le trait carré, donc le chemin qui fait le tour, et on voit les autres chemins qui sont plus périphériques, qui sont plus récents. L'objectif ici, encore là, c'est conserver, mettre en valeur les caractéristiques historiques du réseau viaire, puisque, comme M. Jean-Jacques l'a dit en introduction, les interventions sur les rues, elles sont également assujetties à la loi. Donc, si la Ville de Québec, le ministère des Transports voulait, par exemple, modifier le cours de la Première Avenue, modifier le cours d'un chemin, bien, c'est sûr qu'il y aurait besoin d'une autorisation du ministère. Et nous, notre objectif, c'est de s'assurer que ce qui est important, donc les éléments qui sont historiques, qu'on retrouvait dès le 17e siècle, au cours des siècles, bien, qu'on ne les perde pas. Donc, c'est certain que c'est ça qu'on veut protéger. Système parcellaire, on parle des terrains. Donc, dans ce cas-ci, la particularité du système parcellaire de Charlesbourg, en fait, c'est l'emboîtement de 3 carrés, si vous voulez. Si je résume ça, c'est un système de poupée russe, si vous voulez. Donc, on va le voir sur la carte, ça va faciliter la lecture. Donc, mais poupée russe, vous avez la partie centrale qu'on appelle la réserve. Donc, à l'époque, en 1665, on réserve une partie pour construire une église, un presbytère, avoir un cimetière. Autour de la réserve, vous avez la commune. Donc, c'est là que les gens pouvaient emmener leurs animaux pour, dans le fond, paître. Et tout autour, vous avez la ceinture, parce qu'effectivement, toutes les terres qui étaient en forme de pointe de tarte venaient, la plus petite partie, rejoindre le trait carré. Donc, vous avez vraiment la ceinture qui est habitée. Donc, ça, c'est vraiment une des particularités. Comme je vous dis, c'est vraiment un élément tout aussi important que l'architecture ancienne. Donc, il faut le mettre en valeur.
Donc, l'objectif ici, donc, conserver les caractéristiques historiques du système parcellaire à travers les opérations cadastrales. Par contre, on dit à travers les opérations cadastrales, par contre, les traces de ce système parcellaire-là, oui, elles sont apparentes quand on le voit ici en plan avec les lignes de l'eau, mais elles peuvent être mises en valeur de d'autres manières. Par exemple, ici, un aménagement derrière la bibliothèque où on met en valeur, dans le fond, l'idée de lignes qui partent du centre avec un muret, avec des aménagements paysagers, sans que forcément il y ait une ligne de l'eau qui passe encore là. Donc, ça peut être à la fois à travers des opérations cadastrales qu'on permet de préserver cette lecture-là, mais également à travers des aménagements. Vous en avez également dans le parc de la commune, ce type d'aménagement-là qui permettent de visualiser ça sur le territoire. Au niveau du cadre bâti, je l'ai dit plus tôt, on parle de 138 bâtiments qui sont de différents types, donc institutionnels, religieux. Institutionnels, on parle couvent, école. Religieux, on parle bien sûr de l'Église. On a des bâtiments pré-industriels, donc entre autres des anciennes forges, parce qu'il y avait effectivement une vie villageoise très foisonnante ici. Donc, on avait des anciennes forges qui souvent sont difficiles à lire maintenant puisque les bâtiments ont été transformés. On a des bâtiments résidentiels et on a des bâtiments commerciaux. On a une église classée, donc un bien classé, c'est l'église Saint-Charles-Borromée. Donc, l'église, elle a été classée en 1959. C'était parmi les premières églises qu'on classait à l'échelle du Québec. Donc, c'est quand même intéressant, important. Une église qui a été restaurée dès l'époque par le tandem Gérard Morissette, l'historien de l'architecture, et André Robitaille, qui va faire beaucoup d'autres restaurations comme ça. On a également un moulin, donc un moulin ancien du 18e siècle. Ici, vous voyez, donc, on a fait une analyse du cadre bâti de Charlesbourg. Ce qui en ressort, c'est qu'on a 80 de bâtiments résidentiels. On l'a vraiment analysé finement, mais c'est certain que si vous vous promenez sur le territoire, vous allez tout de suite comprendre, le voir, il y a une forte proportion de maisons individuelles. On est vraiment dans un noyau villageois. On a 5 grands types d'architecture, donc maison rurale d'inspiration française, maison québécoise d'inspiration néoclassique, maison mansardée. Donc, on les détaille plus avant dans le plan de conservation. On a de l'architecture vernaculaire industrielle et des résidences d'après-guerre. Je passe rapidement sur les cartes. C'est des éléments que vous allez pouvoir voir plus en détail. Au niveau de l'âge, dans le fond, la concentration, on a des bâtiments de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est vraiment la grande concentration. On a des bâtiments beaucoup en bois. On a des bâtiments avec des formes de toit, entre autres 2 versants. Et dans ce cas-ci, je l'ai donné en exemple tout à l'heure, on parlait de préserver, assurer des interventions de préservation, restauration des bâtiments anciens. Et bien là, on a une orientation sur la démolition pour bien faire comprendre que la démolition, c'est une intervention de dernier recours et que ce n'est pas une intervention que l'on souhaite dans un site patrimonial. Pour ce qui est des unités de paysage, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle vraiment de secteurs, donc des secteurs qui ont une homogénéité entre eux. On en a 5 grands secteurs. Vous avez un peu vus, parce que tout à l'heure, je parlais des 3 emboîtements. Donc, on les lit également comme ça. On parle d'un noyau institutionnel. On parle d'un secteur avec des parcs, donc le parc de la commune, parc du Sacré-Cœur. On a un secteur résidentiel, donc qui correspond historiquement à la ceinture. On a un secteur, le boulevard urbain, donc Henri Bourassa, qui est dans le site, et on a une petite unité séparée, le Moulin des Jésuites, qui est séparé du reste du site par Henri Bourassa. Donc, vous le voyez ici, vous voyez les grands secteurs, et vraiment, ce qui domine, c'est le secteur résidentiel, ce qui se comprenait très bien. On vous parlait de 80 de bâtiments résidentiels dans ce cas-ci. L'objectif, bien sûr, c'est de s'assurer que ces secteurs-là, qui ont une personnalité, qui sont distincts l'un de l'autre, ce qu'on veut, c'est qu'ils demeurent distincts. Donc, évidemment, si on parle dans le secteur résidentiel de petits bâtiments, on parle de maisons détachées, donc qui ne sont pas mitoyennes la plupart, de petits gabarits, on parle souvent d'un étage et demi, 2 étages. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est par exemple la construction de bâtiments de grand format dans le secteur résidentiel, parce que si on fait ça, dans le fond, on perd un élément important. Dans le fond, cette unité-là finit par ressembler au boulevard Henri Bourassa à côté. Donc, on veut vraiment garder chacun sa personnalité propre. Qualité visuelle, donc ce que l'on voit, donc ça, c'est très important.
Donc, on l'a décortiqué en points d'observation. Donc, c'est l'endroit où on se trouve pour observer. On parle de 3 points d'observation plus importants, mais effectivement, il y en a une variété de points d'observation. Partout où vous vous promenez, il y a des points d'observation, mais on a mis 3 points principaux. On a également identifié des vues, donc des percées visuelles, des panoramas. Les percées visuelles, panoramas, il faut se dire, c'est ce qui permet de voir. Donc, c'est une ouverture. C'est une ouverture dans le cadre bâti, une ouverture dans la végétation qui permet de voir quelque chose. Et on a également des points de repère, donc c'est des éléments qu'on voit, des éléments vraiment qui permettent de s'orienter dans l'espace. Dans ce cas-ci, bien sûr, l'église Saint-Charles-Borromée est un élément très important. Peu importe où vous vous trouvez dans le site, vous risquez de la voir et il va vous permettre même de vous repérer, savoir vous êtes à quel endroit dans le site et de vous orienter. Donc, la vue sur l'église, elle est très importante. Donc, l'objectif, c'est de préserver les caractéristiques historiques des qualités visuelles. Donc, tout à l'heure, j'ai fait donner l'exemple de l'église. Bien, effectivement, un des moyens de s'assurer de cette préservation-là, de la vue sur le clocher, bien, c'est s'assurer que les projets qui seraient autorisés, par exemple des nouvelles constructions, n'obstruent pas des vues significatives sur le clocher. Donc, notre objectif, c'est à travers les interventions qui vont être autorisées, s'assurer qu'on garde une visibilité, une prédominance de ce clocher d'église-là qui est si importante. On parle également des vues vers le sud, donc s'assurer qu'on garde ces vues-là vers le sud, puisqu'elles sont importantes. Le territoire, il est incliné, il monte doucement, ce qui permet justement d'avoir ces vues sur le sud. Patrimoine archéologique, je l'ai dit, on a 2 sites archéologiques connus qui couvrent l'ensemble du territoire. On parle d'un patrimoine archéologique euro-québécois, donc on n'a pas de site archéologique préhistorique ici. Donc, c'est vraiment des sites qui sont liés à la présence française à partir de 1665. Et on parle également d'un potentiel de nouvelles découvertes importantes, puisque, dans le fond, le territoire il a été utilisé et réutilisé dans le temps. Parce que ça, c'est important. Je parlais des bâtiments. On parle des bâtiments qui sont... La majorité, c'est des bâtiments construits à partir de 1850. Mais souvent, on était à la 2e, 3e, 4e génération de bâtiments. Parce qu'en fait, on a construit dès 1665, mais ces bâtiments-là se sont renouvelés dans le temps. Donc, effectivement, il y a un potentiel de découverte important. Donc, on veut bien sûr protéger le patrimoine archéologique et adopter une approche d'archéologie préventive. Donc, dans le fond, de voir venir, non pas ouvrir un trou et dire « Oh, on a trouvé quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? » Mais en fait, c'est de planifier, d'inclure l'archéologie dans la démarche de projet pour s'assurer qu'on n'ait pas de mauvaises surprises, qu'on voit venir les enjeux. J'en viens en fait à la fin de ma présentation sur l'utilisation par le ministre, donc par la ministre. Donc, le plan de conservation, il est utilisé pour baliser les interventions aux articles 64, 65. On les a présentées tout à l'heure. En fait, toutes les interventions que Jean-Jacques a présentées, vous devriez trouver des orientations qui vous permettent de savoir qu'est-ce que la ministre entend sur ce sur quoi la ministre entend attirer l'attention, en fait, attacher une importance particulière. L'analyse, elle est faite au cas par cas, donc projet par projet, en fonction des orientations. Chaque demande est prise en considération individuellement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas comme une réglementation d'urbanisme où on dit dans une réglementation, on ne veut pas de bâtiment de plus de 10 mètres. Donc, à partir de là, l'analyse, elle est simple. On présente quelque chose à 11 mètres, c'est refusé. On présente quelque chose à 9 mètres, c'est accepté. C'est noir, c'est blanc. Dans ce cas-ci, ce sont bien sûr des orientations et chaque projet, dans le fond, il faut l'analyser parce qu'il est particulier, il est propre. On parlait tout à l'heure, Jean-Jacques a pris l'exemple de la cime des arbres. Disons, on ne voulait pas quelque chose de plus haut que la cime des arbres. Bien, la cime des arbres, à certains endroits, va être 8 mètres, à certains endroits, va être 12 mètres. Donc, il faut vraiment analyser chacune des demandes pour voir comment elle peut avoir un effet sur les caractéristiques, sur les valeurs. Donc, le plan de conservation va servir aux personnes qui interviennent sur le patrimoine. Donc, autant les personnes ici au ministère qui analysent les demandes, mais également les citoyens, les propriétaires qui planifient des interventions, les architectes qui travaillent avec les ingénieurs, parfois les promoteurs, pour dire, bien voici, je prévois faire une intervention, je consulte le plan de conservation pour savoir qu'est-ce qui pourrait être autorisé par le ministère. Donc, ça donne une meilleure idée au lieu de simplement présenter une demande, d'attendre
quelques semaines et d'avoir le résultat de l'analyse, dire oui, non, peut-être. Donc, dans ce cas-ci, vous avez quand même une idée en amont de qu'est-ce qui va être acceptable, qu'est-ce qui va être recevable. Le plan de conservation, il permet, dans le cadre de l'analyse d'une demande, de répondre à quelques grandes questions. Donc, d'une part, qu'est-ce qui est protégé? Donc, la description, on a des plans. Donc, on voit vraiment les limites. Qu'est-ce qu'on protège? On présente également c'est quoi l'histoire de cet élément-là qu'on protège. Parce qu'effectivement, le premier élément pour que tout le monde soit dans la même démarche de protection, qu'on ait un objectif commun, c'est de connaître le bien qu'on protège. Donc, nécessairement, c'est quoi son histoire, ce bien-là? Savoir également pourquoi ce bien-là est protégé. Parce qu'effectivement, il est protégé, mais ce qui explique la protection de Charlesbourg n'est pas forcément la même chose qui explique la protection de Percé, qui est également un autre site patrimonial. Et ce qui ne sera pas accepté peut-être à Charlesbourg va peut-être l'être à Percé, parce que les raisons de protection sont différentes. Donc, c'est vraiment les objectifs de protection. Par la suite, le plan, il répond également à la question qu'est-ce qu'il faut protéger de cet élément-là pour assurer sa pérennité. Donc, on parle des caractéristiques. Donc, c'est quoi vraiment les éléments importants à protéger, à préserver. Et ensuite, on finit par dire bien, comment il faut protéger ces caractéristiques-là dans le cadre de des travaux. Donc, c'est des orientations. Donc, on répond à aux grandes questions qu'on peut se poser dans l'élaboration d'un projet. J'ai pris un exemple. Donc, un exemple, par exemple, d'un changement de parement. Donc, on aurait une maison 1850 et on a un citoyen qui se dit « Moi, je veux changer mon parement pour mettre du vinyle. » Parce que du vinyle, c'est ce qui se vend couramment un peu partout. Les gens en utilisent beaucoup. Et se dire « Est-ce que ce serait acceptable sur ma maison, une maison de 1850, dans le site patrimonial de Charlesbourg? » Bien, en fait, si on passe à travers les questions, on se dit « Qu'est-ce qui est protégé? » Donc, on est dans le site patrimonial. C'est quoi l'histoire de ce site-là? Donc, c'est un noyau villageois. Pourquoi c'est tellement protégé? Donc, je vous ai parlé d'une valeur architecturale. Donc, déjà en partant, on se dit, bien, collectivement, on valorise l'architecture des bâtiments dans ce territoire-là. Et dans la valeur, on parle spécifiquement des maisons villageoises. Donc, on parle d'une maison comme ça. Donc, on en déduit que la personne est propriétaire d'une maison qui contribue directement à la valeur architecturale du vieux Charlesbourg. Par la suite, on se dit, bien, c'est quoi les caractéristiques de ces maisons-là? Donc, ici, dans le plan de conservation, on va dans la section cadre bâti, on va trouver une description des maisons, ce qu'on appelle de tradition québécoise. Donc, on parle vraiment d'une maison de 1850, toiture à 2 versants. Et on va vraiment dire qu'effectivement, vous allez pouvoir le lire noir sur blanc, bien, un élément qui est important, c'est les parements. Donc, ce qu'il y a sur les murs. Donc, on parle de planches à clin, de planches à feuillure, de bardeaux de bois. Donc, on voit tout de suite que dans le plan, on parle des matériaux, on parle de matériaux traditionnels. Donc, on parle vraiment de bois, de briques, de pierre. Donc, on a quand même déjà beaucoup d'indices. Et quand on arrive dans les orientations, bien, effectivement, dans les orientations, on voit qu'on favorise la préservation et restauration des bâtiments anciens. Donc, mettre du vinyle, effectivement, on ne parle pas de préservation, de restauration. Et si on va dans les orientations particulières, vous allez en trouver sur les parements, sur les murs. Vous allez lire, effectivement, que le ministère favorise l'utilisation de matériaux traditionnels, comme le bois, la pierre, la tôle. Donc, nécessairement, là, bien, vous voyez matériaux traditionnels et vinyle, bien là, c'est assez inconciliable. Donc, vous voyez, en suivant cette logique-là, que l'intervention proposée, fictive, on parlait de mettre du vinyle sur une maison de 1850, elle ne serait probablement pas autorisée par le ministère si on suit cette logique-là. Donc, ça permet tout de suite, en amont, d'avoir une idée de comment la demande va être analysée par le ministère. Donc, je conclus sur ce. Bon, bien, merci beaucoup, M. Adigian, M. Lisotte, de cette vivante et intéressante présentation.
Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif ce soir, c'est de prendre connaissance de ce projet de plan de conservation, puis de le comprendre, dans le fond, parce que dans une période, dans 4 semaines d'ici, le 24 novembre, ben, on sera de retour dans cette même salle, hein, à la même heure, pour vous entendre faire part de vos commentaires, vos suggestions, vos opinions sur l'un ou l'autre des aspects du plan de conservation. Donc, ce soir, on est à l'étape de bien le comprendre et là-dessus, ben, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. M. Dijean et Lisotte sont à votre disposition pour ça. Je vous demanderai juste une chose, une toute petite chose, étant donné qu'on est en direct sur le web. Je vous demanderai, si vous avez des questions, de prendre l'un ou l'autre des micros qui sont devant vous et de vous identifier, tout simplement pour les fins de la transcription. Donc, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Bonjour. René Cloutier, président de la Société d'histoire de Charlesbourg. J'ai 2 questions. Écoutez, je connais un petit peu le sujet. Vous parlez depuis le début de 2 sites archéologiques. J'ai très bien compris qu'il y avait le parc du Sacré-Cœur. Mais quel est le deuxième dont vous parlez? En fait, c'est insoupçonné. C'est que je parle de 2 sites archéologiques. Le premier, en fait, couvre le site du Moulin des Jésuites et le reste, c'est tout le reste du site patrimonial. D'accord. Donc, c'est vraiment qui va bien au-delà du parc du Sacré-Cœur. D'accord. Dans un mémoire qu'on pourrait déposer, je pense qu'il faut tenir compte non seulement du site à l'intérieur de ses limites, mais aussi de la périphérie. Je vois un danger très grand qui se profile. C'est quand le garage municipal de la 67e rue sera démoli. Qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est une grosse question. Et à l'intérieur même du site patrimonial, on a 2 espaces qui sont, disons, très dégagés. Je pense à la ferme Cloutier, je pense à mon voisin, la ferme Bélanger. De quelle façon on garde ou on aménage, enfin, on projette quelque chose? Pour l'instant, ce sont des questions. On va réfléchir, mais j'annonce déjà des questions qu'on se pose. Merci. Je saisis l'occasion pour simplement vous rappeler que si vous souhaitez présenter votre point de vue, vos commentaires, etc., ça peut se faire sous la forme que vous choisissez. Hein. On dit mémoire parfois, mais c'est un grand mot pour dire, finalement, vous choisissez la forme qui vous convient. Ça peut être une lettre, ça peut être un courriel. À la rigueur, je vous dirais un coup de téléphone, mais là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais ça peut être simplement une présentation verbale ici, dans cette salle. Sentez-vous à l'aise de le faire comme vous voulez. Notre but, encore une fois, là, c'est de faire un plan de conservation dont que tout le monde va vouloir s'approprier. On va vivre avant... vous savez, ça fait 50 ans que le site est déclaré. Sylvain le mentionnait tout à l'heure, 1965. On a vécu sans plan de conservation pendant 50 ans. Là, on en a un, ou on en aura un. On espère qu'on va vivre avec pendant 50 ans, peut-être. Donc, c'est important que ce plan reflète véritablement les intentions des parties prenantes au site patrimonial. Et comme le mentionnait Sylvain encore une fois tout à l'heure, les parties prenantes, c'est le ministre, mais c'est pas juste le ministre. C'est les citoyens, c'est les propriétaires, c'est les experts, c'est enfin tous ceux qui ont à voir avec le site patrimonial. C'est un site d'importance nationale déclaré par le gouvernement du Québec. Donc, il faut y apporter toute l'attention voulue. Madame? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Hélène Massé. Je demeure dans le Trait-Carré, ouest, nord-ouest. Mais la maison Pajot-Magnan. Moi, j'aimerais vous féliciter pour l'excellent document que j'ai lu et que j'ai parcouru avec énormément d'intérêt. Si nous avions eu ce document en 2009, lorsque la Ville de Québec a voulu construire un kiosque à musique dans le parc de la commune, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui avec un kiosque construit de fer et de ciment,
qui vient qui vient enlever la qualité visuelle du parc sur les institutions telles que vous le mentionnez dans votre document. Nous sommes intervenus auprès de la Commission. Nous sommes intervenus au ministère. Nous sommes intervenus auprès de notre député de l'époque. Nous sommes intervenus auprès de l'arrondissement historique, du conseil d'arrondissement. Et nous n'avons pas eu gain de cause. Ma question est, quelles sont les relations entre le ministère et la Ville de Québec et les arrondissements pour la préservation du patrimoine, des sites patrimoniaux? Parce que ça a été notre principal obstacle, je dirais, dans nos interventions. Nos conseillers municipaux n'étaient pas de notre côté du tout et les citoyens, on s'est débattus. Puis on était plusieurs. On n'était pas juste un, c'était presque tous les citoyens du Trait-Carré qui sont intervenus. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est vous parlez de restaurer les maisons en tenant compte du bois, de la pierre, des fenêtres, des toits, et j'en suis. C'est ce qu'on a fait avec notre maison, en respectant tout ça. Sauf que dans le contexte actuel, des coûts que cela implique, où sont les ressources? Va-t-il y en avoir dans un contexte de compression budgétaire? Comment les citoyens vont-ils être supportés pour permettre la préservation de notre patrimoine? Merci. Merci, Madame. Par rapport à votre première intervention, votre première question concernant les relations avec la Ville de Québec, c'est sûr que la Ville de Québec, comme toute autre municipalité, est une partenaire du ministère avec laquelle on a des relations. On espère une collaboration sur la même longueur d'onde par rapport au dossier en patrimoine. Je ne peux pas revenir sur le dossier dans le passé, je ne le connais pas sincèrement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un document comme ça et la volonté de produire et rapidement les plans de conservation, c'est vraiment pour mettre clair en quelque sorte les règles du jeu et pour tout le monde. On a demandé au Conseil de faire cette consultation publique. Nous effectuons également une consultation auprès de la Ville de Québec. Ça, c'est dans le cadre légal. Nous avons l'obligation de le faire. Ce document-là est également auprès de la Ville de Québec qui doit donner son avis là-dessus. Et c'est une façon aussi d'engager les municipalités. Ils vont l'avoir lu, l'avoir commenté, en quelque sorte validé. S'il y a des éléments avec lesquels ils ne sont pas d'accord, ils peuvent l'exprimer. Et une fois que le plan va être adopté, c'est les règles du jeu. Et c'est à partir de ça qu'on va travailler pour l'avenir. Par rapport à votre deuxième question, qui est bien importante et qui est un enjeu pour lequel nous sommes très conscients et interpellés et pour lequel, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner ce soir. C'est une problématique qu'on vit ici, mais qu'on vit à la grandeur du Québec et on la vit aussi dans des régions où peut-être l'expertise et la main-d'œuvre traditionnelle est moins disponible qu'à Québec. C'est sûr qu'on a un enjeu là. C'est sûr qu'il faut aider les citoyens à nous aider pour protéger et pour mettre en valeur, en fait, pour protéger surtout sa propriété. Il y a des programmes qui existent, probablement vous les connaissez. Il y a un pourcentage là d'aide qui probablement, sûrement, assurément pas suffisant à la hauteur que le citoyen espère. C'est une problématique qu'on a identifiée. Je ne veux pas dire que le plan de conservation règle cet élément-là, mais au moins, il
en quelque sorte, il donne les balises. On sait à peu près un petit peu notre marge de manœuvre, où est-ce qu'on peut aller. Là, la prochaine étape, c'est vraiment s'attaquer à ces problématiques-là. Il y a des études également en cours pour voir comment on peut analyser tout ça, comment on peut travailler dans ces contraintes-là pour avoir cette volonté de conservation et de restauration. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Ce que je peux vous dire, on est conscient, on travaille là-dessus. On travaille également avec la Ville là-dessus. Mais pour ce soir, malheureusement... mais je vous entends, je vous écoute et je note. Merci. Madame, la question que vous soulevez, soyez assurée que c'est un vrai problème et il n'y a personne qui a l'intention d'esquiver ce problème-là. La ministre en est consciente, le ministère en est conscient et le Conseil du patrimoine en est saisi également. C'est un vrai problème. Si on avait la solution miracle ce soir, on serait très heureux de vous la communiquer, mais bon, comme on dit parfois, une fleur ne pousse pas plus vite si on tire dessus. Alors, on va trouver la solution, j'en suis convaincu, mais j'ose croire d'ici la fin de la semaine. Non? Bon, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom est Yannick Damour, je suis citoyen. Ma question est fort simple. Comment est-ce que les mesures, en fait, les infractions qui se trouvent dans les dispositions pénales de la loi sont administrées? Donc, j'aimerais avoir une description assez complète de la procédure. Bon, en fait, une description complète. Dans un premier temps, il y a une constatation de l'infraction qui doit être faite. Et à partir de ce moment-là, il y a une procédure par rapport à la nature de l'infraction et les éléments en infraction. C'est sûr qu'on privilégie dans tous les cas une conciliation avec la personne contrevenante. Et on a toujours la volonté de régler le plus possible ces questions-là de façon directe avec le citoyen ou avec quiconque qui est contrevenant. Dans la mesure où cette conciliation n'est pas possible, la loi nous permet différentes mesures qui sont des recours pénaux où on peut imposer des amendes, mais là, nous devons démontrer l'infraction et se présenter devant un juge pour en faire la démonstration. Ou également certains recours où on peut demander ce qu'on appelle des ordonnances de remise en état, où la personne contrevenante pourrait être contrainte par le tribunal à remettre en état, mettons qu'il a changé sa galerie de la façon non convenue, à la refaire telle qui a été autorisée par le ministère ou telle qui est souhaitée dans le plan de conservation. Je ne sais pas si ça répond, en gros, de la façon que vous le souhaitez, là. Oui, en fait, votre réponse est assez bien présentée. Sauf que je parlais plutôt du processus administratif. C'est-à-dire, est-ce que vous fonctionnez avec des dénonciations ou est-ce que vous menez des enquêtes pour voir si en quelque sorte, la loi est respectée? C'est sûr que des fois, il y a des citoyens qui nous appellent, qui nous disent, bon, ben, il y a des travaux qui se passent à côté de chez nous, les avez-vous vus, les avez-vous faits? Avec la nouvelle loi, la loi donne un pouvoir, on a des inspecteurs nommés en vertu de la loi. On effectue des tournées d'inspection également
nos directions sur le territoire effectuent des tournées d'inspection. Et on a également, avec la nouvelle loi, des pouvoirs d'enquête. Les inspecteurs ont des pouvoirs d'enquête pour aller voir et déterminer les infractions. Alors, c'est aider que le moment où soit quelqu'un nous informe, soit via une tournée d'inspection, ou on est beaucoup sur le territoire. Nos directions régionales sont sur le territoire. Des fois, on traite une demande qui n'a jamais abouti, mais on se rend compte que les travaux ont été faits. Il y a un inspecteur qui peut se rendre sur les lieux et il y a tous les pouvoirs pour faire son travail. Et à partir de ce moment-là, il y a une procédure qui est très légale, juridique, qui est enclenchée. J'aurais une dernière question d'un autre ordre. Est-ce qu'il est possible aux citoyens d'adresser une demande directement au comité par pétition? Vous parlez de quel type de demande, là? Je parle d'une demande, de manière très générale. Donc, peut-on adresser par pétition une demande au comité? Par pétition, vous dites? Ah, bien sûr, absolument. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas mentionné pétition, mais je mentionnais tout à l'heure que toute forme que vous souhaitez pour présenter un point de vue, un commentaire, une opinion, quoi que ce soit, tout est recevable pour nous. Et je vous assure qu'on va en tenir compte avec rigueur et ça va être apporté fidèlement à la ministre. Soyez-en assurés. Je vous remercie. Bonsoir. Je vous en prie. Alors, bonsoir, Marc-André Buteau, historien, habitant de Charlesbourg. Alors, je regardais dans la présentation que les limites de l'arrondissement historique sont celles de 1965. Avec la Ville de Québec, il y a eu des secteurs limitrophes qui avaient été identifiés le long de la Première Avenue, sur Louis XIV, ainsi qu'au sud. Est-ce que, éventuellement, dans une perspective d'un plan de conservation puis de mise en valeur du trait carré, ces limites-là ne devraient pas faire l'objet d'une attention particulière et même aller jusqu'à agrandir les limites de l'arrondissement historique? Parce qu'il y a là un défi important de conservation des unités de paysage qu'on ne voit pas uniquement lorsqu'on arrive à la limite, à la rue du Trait-Carré, mais qu'on voit bien avant. Quand on arrive près du Ouvert-Coutier, par exemple, on voit les unités de paysage d'un spectacle magnifique. Quand on arrive par l'est, par l'ouest également, ou par l'est, ou du nord au sud. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'envisagé où on s'en tient vraiment aux délimitations qui ont été définies en 1965 sans possibilité de revoir ces limites-là? Oui. Bien, à la base, c'est certain que l'exercice du plan de conservation, c'est vraiment de travailler à partir des limites qui étaient celles de 65. Revoir les limites d'un site patrimonial, c'est toujours possible. On a le cas, par exemple, du Vieux-Montréal qui a été agrandi, par exemple. Mais il faut comprendre que l'agrandissement d'un site patrimonial, ça paraît simple, ça paraît, on dit on change la carte et tout, mais en fait, c'est de refaire complètement le processus. Donc, c'est comme de repartir à zéro. Donc, vraiment, consultation publique, mémoire au Conseil des ministres. Donc, c'est quand même quelque chose de très lourd, très engageant. Souvent, la méthode plus simple pour arriver à nos fins, ce que vous parlez, les objectifs, c'est de travailler avec les municipalités dans la mise en place d'une réglementation d'urbanisme discrétionnaire, parce que dans le fond, tout à l'heure, on a parlé que les municipalités avaient des réglementations d'urbanisme normatives. C'est vrai, c'est le minimum, mais la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet également la mise en place d'outils discrétionnaires, par exemple des plans particuliers d'urbanisme, des PIIA, plans d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, on pourrait effectivement mettre en place ce type d'outils et effectivement, aller chercher à atteindre cet objectif de protection-là. Donc, c'est un autre moyen qui est souvent employé. Et souvent, bien, on le constate, nos sites patrimoniaux, bien, ils ont un périmètre bien déterminé, mais ce qui va au-delà, je prends l'exemple de Trois-Rivières, on était allé en consultation publique l'automne dernier, l'hiver dernier, bien, effectivement, il y a des réglementations tout autour qui permettent quand même un contrôle adéquat des transformations. Donc, ce serait une autre possibilité. En fait, il s'agit de trouver le meilleur outil pour l'objectif qu'on a. Si c'est le changement de limitation, c'est ce qu'on on va aller en dernier recours parce que probablement qu'il y a d'autres outils mieux adaptés à cette volonté-là. Oui, c'est parce que
Je me dis que dans le bâti, comme dans les percées visuelles, comme dans le paysage, il y a de l'intérêt à agrandir un peu ces limites-là. Je sais qu'il y a quand même un PIA qui est courant là, pour le secteur, mais ça ne consacre pas là, l'intérêt qu'un site du patrimoine a. Il y a comme une réglementation plus ferme, plus légal par rapport à la conservation d'éléments tout aussi importants, parce que c'est pas qu'on est proche du trait carré. Il y a des éléments avant l'arrivée du trait carré qui sont tout aussi importants, je pense, à conserver que ceux qui sont dans les limites actuelles du trait carré. Sans vouloir déborder sur tout le secteur, mais il y a quand même des éléments intéressants. En tout cas, c'est à regarder. J'ajouterais toutefois ceci, M. Bluteau, je crois, c'est ça? J'ajouterais que oui, c'est vrai que c'est un processus long, difficile, pénible, etc. Mais ça se fait. Il n'y a rien qui ne peut pas se faire. Ça s'est fait déjà dans le passé. Ça s'est fait à Beauport. C'est quelque chose dont il a été longuement question à Trois-Rivières. Il ne faut pas l'exclure d'emblée, mais comme le disaient mes collègues, et avec raison, c'est un processus qui est long et compliqué. Mais ceci étant dit, je vous invite vraiment à nous en faire part de ce point de vue lors de, peut-être dans un petit texte. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais faites-nous en part. Voilà le genre de commentaires qui seront pris en considération. Je ne suis pas en train de vous dire que la réponse sera nécessairement oui. Je ne réponds pas à la place du ministère. Mais je crois que c'est ce genre d'interventions qui peuvent nous aider à faire des suggestions, des recommandations à la ministre, justement pour bonifier son plan de conservation. Puis sait-on jamais un jour, peut-être qu'on revisera les limites du trait carré, mais là, je ne veux pas m'avancer. Merci. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est Claude Michaud. Je suis résident du trait carré depuis belle lurette maintenant. Et j'ai aussi déjà travaillé dans le domaine qui est le vôtre, dans une vie antérieure. Et à l'époque, il y avait un concept, j'aimerais vérifier s'il est encore recevable, qui permettait, entre autres, parfois, de passer outre aux exigences du ministère dans des cas de difficultés économiques à atteindre les objectifs de conservation, de préservation, malgré les subventions qui étaient peut-être plus abondantes à l'époque. Alors, raison de plus aujourd'hui où les subventions le sont moins. Ce concept-là qu'on pourrait vous reproposer si vous ne l'utilisez plus, c'est celui de la réversibilité de l'intervention. Et on l'a vécu dans le trait carré, on l'a constaté sur certains bâtiments, des gens incapables d'aller jusqu'aux objectifs de conservation. On leur permettait de faire des interventions qui n'étaient pas définitives. Par exemple, utiliser un revêtement sur de l'ornementation, cacher l'ornementation à cause de la difficulté de la bien restaurer. On la cachait. Elle est toujours cachée. J'en connais un exemple assez probant. Mais le jour où quelqu'un de, disons-le, plus fortuné sera capable de faire l'intervention, tout est là, tout est derrière cette intervention peut-être un peu boiteuse, mais au moins rien n'aura été compromis. Alors, voilà. C'est sûr que la réversibilité est prise en considération lorsqu'on effectue les analyses des demandes qui nous sont acheminées. C'est pas, je veux pas le présenter comme étant une façon de faire courante, mais puis comme on le disait dans la présentation, on regarde chaque dossier cas par cas. C'est sûr qu'on ne demande pas la déclaration de revenus du demandeur pour savoir comment on traite malheureusement, en fait, la demande. Mais c'est sûr que dans des
des projets majeurs où la survie du bien est menacée, des fois, il y a des compromis qui sont effectués. Et le plan de conservation un petit peu nous guide sur ces compromis-là. Quand on regarde les valeurs, les caractéristiques, qu'est-ce qui est significatif, puis quel degré de signification il a, ces éléments nous permettent en quelque sorte de poser un jugement un petit peu nuancé sur les interventions. Mais, je le répète, on est conscient de la difficulté économique que ça pose. Les gens qui habitent, qui possèdent, c'est des passionnés de leur bien. Et c'est sûr que souvent, c'est pas en gaieté de cœur qu'ils font des fois des choix également. Ça, on en est conscient. Puis, on essaye quand même, dans la limite du possible, quand on traite les demandes, de voir les possibilités les plus faciles pour le demandeur, mais qui respectent quand même le caractère du bien patrimonial sur lequel on intervient. Merci. Merci. Madame. Bonsoir, Louise Mercier, présidente d'Action Patrimoine. 2 questions. Est-ce que le plan de conservation assujettira le ministère des Transports dans sa mise aux normes de certaines intersections, de certaines largeurs d'artères? Est-ce que ce sera prépondérant? Étant donné qu'il n'y a pas de politique du patrimoine au Québec, est-ce que ça aura préséance sur des visées du ministère des Transports? C'est ma première question. La deuxième, pour faire suite à ce que Madame disait tout à l'heure, c'est certain que le poids sur les propriétaires privés est énorme. Il est énorme à travers le Québec, puis c'est un enjeu majeur. C'est même un enjeu crucial de la protection du patrimoine au Québec. Est-ce que le ministère a fait des représentations à la Commission sur la fiscalité qui s'est tenue récemment ou qui est peut-être même encore en fonction? Est-ce que le ministère de la Culture a fait des représentations pour favoriser un dégrèvement fiscal pour les propriétaires de biens patrimoniaux dans les sites du patrimoine ou les propriétaires de biens classés? Par rapport à votre première question, et si je ne me trompe pas, Sylvain, tu me corriges, le ministère du Transport est assujetti aux demandes d'autorisation dans les sites déclarés, comme quiconque doit procéder. Puis on a des cas où le ministère du Transport nous font les demandes quand ils interviennent pour qu'on puisse donner les autorisations. Fait qu'à ce niveau-là, on a un droit de regard là-dessus, un droit d'autorisation. Par rapport à la question de la fiscalité, nous n'avons pas, à ma connaissance, je ne peux pas parler pour l'ensemble de l'appareil où les programmes sont gérés, faits de représentation au niveau de la Commission de la fiscalité. Mais par contre, nous, comme tout l'appareil gouvernemental, on est dans des réflexions sur la portée des programmes, sur la façon de les rendre plus performants, plus efficient également. Et ça, là-dessus, nous autres, à l'interne, on a ce devoir-là et cette volonté-là que dans ces révisions-là, qu'on puisse adapter en quelque sorte les outils financiers qu'on a pour mieux aider le citoyen dans la conservation de... Mais je comprends qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens-là au moment où la commission siège. À notre niveau, non. Okay. À notre niveau, non. Pas au niveau du ministère. Pas au niveau de notre direction. Merci. Madame Mercier, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin là-dedans? J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur cet aspect de la... Je ne parle pas nécessairement de la commission de la fiscalité, mais du fond de la question. Bien, en fait, c'est quelque chose qu'on porte depuis quand même assez longtemps, Action Patrimoine. C'est certain qu'on constate à quel point c'est lourd pour les propriétaires privés d'avoir à se contraindre à toutes ces mesures-là, même si tout le monde est de très bonne intention. Des fois, les bourses ne sont pas à cet effet-là. Ce ne sont pas que des gens riches qui ont des propriétés patrimoniales.
Et au moment de l'étude de la loi sur le patrimoine culturel, au moment de son adoption, dans notre mémoire, on avait identifié les mesures fiscales comme étant un moyen de soutien important pour les propriétaires privés, peut-être même plus important que les subventions, parce que plus direct et moins contraignant en termes de machines bureaucratiques. Bon, on nous avait dit au ministère à ce moment-là, bon, que ça, évidemment, ça n'a pas pris de forme du tout dans la loi, même que la seule mesure qui existait de dégrèvement fiscal pour les propriétés classées à travers le Québec a été abolie par cette loi-là. Et on nous avait dit que, bon, il y avait des études qui se faisaient à l'interne pour éventuellement voir si cet aspect-là ne serait pas une avenue prometteuse pour soutenir les propriétaires privés. Alors, je vois que l'occasion de la commission n'a pas été saisie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres qui se présenteront, mais enfin, il faudra qu'à un moment donné, tout le monde chemine dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas que les subventions directes là, pour le fait d'avoir des taxes moins élevées au municipal permet justement de compenser le propriétaire qui a des obligations beaucoup plus importantes pour ses biens. Merci. Comme je le disais plus précédemment, Mme Massé, avant vous, c'est un vrai problème. Hein? C'est pas, on est à la recherche de solutions, tout le monde ensemble. Je dis tout le monde ensemble. Je comprends, j'entends bien qu'en 2011, probablement, vous avez présenté votre mémoire à la commission parlementaire lors du processus d'adoption de la loi 82, de la loi sur le patrimoine culturel. Mais on dirait qu'il y a une sorte d'accélération du temps. Là. Les choses continuent et les questions qu'on s'est posées il y a 3 ans ou il y a 4 ans, je pense qu'il faut continuer de se les poser, puis il ne faut pas les occulter. Moi, je serais tout à fait d'accord pour vous entendre à nouveau là-dessus. Peut-être le 24 novembre, on ne sait pas. C'est dans la protection du patrimoine, c'est la persévérance, c'est la longueur de temps. Eh oui, voilà. Merci. Joanne McKenzie, citoyenne. Pouvez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? Oui, Joanne McKenzie, citoyenne. Ma question est celle-ci. J'ai manqué le début, premièrement, de l'explication. Quand je vois le titre « Plan de conservation du site patrimonial de Charlesbourg », donc la consultation publique, est-ce qu'elle porte seulement sur le trait carré, les délimitations du trait carré, ou si on peut déterminer si, dans votre mandat de consultation, il y a d'autres sites à Charlesbourg qui pourraient être visés par la consultation publique? Le mandat que... Je réponds tout de suite à cette question-là parce qu'elle est assez technique et précise quand même. Le mandat que la ministre nous a donné au Conseil du patrimoine culturel, cette fois-ci, c'est de faire une consultation publique, ce que nous amorçons ce soir, sur le plan de conservation du site patrimonial de Charlesbourg. Bon, il y a déjà eu d'autres consultations sur d'autres sites patrimoniaux. On l'a fait à Sillery l'année dernière, ou il y a 2 ans. On l'a fait l'année dernière à Trois-Rivières. On le fait maintenant à Charlesbourg. Demain, on le fait à Beauport. Il y en aura sans doute d'autres. Il y a 12 sites patrimoniaux. Est-ce que la ministre choisira, comme elle l'a fait maintenant, de faire des consultations publiques dans tous les sites patrimoniaux? Je ne sais pas. Il y a des chances. Mais pour ce qui est de Charlesbourg, la consultation porte sur le site patrimonial proprement dit. Ce qui ne vous empêche pas d'exprimer des opinions sur ce qui est autour. Hein? Merci. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question, Mme McKenzie? Non, pas pour l'instant. Merci. Bonsoir, mon nom est Jean-Marie Bélanger. Je suis voisin de la cour du garage municipal de Charlesbourg. À ce moment-là, ils sont prêts à en défaire une partie.
Ils vont se déplacer de là, ils vont partir de là. Moi, ce que M. Cloutier, tantôt, mentionnait, la ferme Cloutier et la ferme Bélanger. Mais aujourd'hui, la ferme Bélanger n'existe plus. J'ai quelques terrains. Puis à ce moment-là, mes voisins, bon, c'est garage municipal. Moi, je veux savoir, mais que le garage soit démoli. À ce moment-là, ils vont bâtir quoi, là? Ça va être des choses en hauteur, puis... parce qu'on parlait tantôt de ne pas cacher à vue. Hein? Parce que si on regarde, là, c'est qu'ils ont bâti à l'église Sainte-Maria-Goretti, sur les terrains de l'église. Là. Bon, ils voulaient monter ça, mais il avait oublié une petite chose, que les gens étaient contre ça. Les gens avaient signé une pétition, puis à ce moment-là, ils n'en voulaient pas de ça. Parce que il y a je ne sais pas comment de beaux plein pieds. Hein? Ils sont tout près de ça. Puis avec ces bâtisses-là assez hautes, là, c'est ça qui défait la vue, le cachet. Là, hein? Là, c'est encore pareil. Les gens avaient signé une pétition. Ça n'a rien donné. C'est la même chose que dans le Trécarré pour le kiosque. Hein? Les gens sont réunis, ils en ont parlé, la musique était forte, ils n'en voulaient pas. Mais la ville a décidé qu'il y en aura un pareil. Ça fait que là, on se demande des fois là, si on est écouté. Les taxes sont assez fortes. Hein? Puis à ce moment-là, à l'autre bout, là, on se demande, là, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui nous écoute de temps en temps? Là? Ça fait que si on se revoit en novembre, j'aimerais savoir, hein, le garage municipal, ce qu'ils vont faire avec ça. Bien, à la base, c'est certain que le ministère, de la manière qu'on fonctionne, c'est que l'on n'est pas dans la planification des projets, parce que le garage municipal appartient à la Ville de Québec. Oui. Pour l'instant, la Ville de Québec ne nous a pas dit qu'est-ce qu'elle comptait en faire. Par contre, le plan de conservation contient des orientations pour, dans le fond, ce secteur-là précis, donc on parle du boulevard urbain. On a des éléments, entre autres, dans la question des volumes. Donc, on vous parlait tout à l'heure des hauteurs. On parlait ici, on a privilégié une hauteur de bâtiment qui ne dépasse pas celle de la moyenne du milieu d'insertion. Donc, dans le fond, si on est dans un secteur où le bâtiment moyen fait 3 étages, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'on ne voudrait pas plus que 3 étages. Par contre, c'est le type de commentaire que vous faites qui a déjà été fait, qu'il faut dire au conseil, parce qu'effectivement, c'est ces éléments-là qui vont permettre de bonifier les orientations pour les préciser, parce que dans le fond, pour les appliquer plus précisément à des cas pratiques comme celui-ci. Donc, c'est tout à fait le genre d'intervention qu'il faut faire, qu'il faut dire, parce qu'effectivement, notre objectif en vous consultant, c'est justement de raffiner les orientations. Et dans tous les cas, bien, effectivement, ces projets-là, peu importe que ce soit une propriété de la Ville de Québec, le projet doit tout de même être autorisé par le ministère. Donc, ça veut dire que le ministère va avoir à l'analyser et à l'autoriser. Donc, il y a un droit de regard, effectivement, sur le projet. Ça fait que si on se voit en novembre, ça se peut qu'on ait des nouvelles de ça? Pour ça, il faut demander à la Ville. Mais nous autres, en fait, ce qu'on peut vous dire, c'est par rapport à nos orientations, c'est que le projet qui doit avoir place doit correspondre à ce qui est mentionné. Et si ce qui est mentionné, le milieu ne le juge pas suffisant ou trop contraignant, ou peu importe, c'est de rapporter ces éléments-là au conseil qui nous en fera part là, dans son mémoire. C'est beau. Merci. Je vous invite à le faire et je vous invite très sérieusement à le faire. Je ne veux pas m'engager à l'avance de ce que sera l'avis du conseil. Parce que vous savez, dans le processus, il y a la consultation publique, ce qu'on est en train d'amorcer ce soir, puis qu'on va continuer jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais il y a aussi un autre élément. C'est que même si la consultation publique n'est pas obligatoire en fonction de la loi, c'est un choix que la ministre a fait de consulter les citoyens, mais en vertu de la loi, la ministre doit demander l'avis du conseil sur le plan de conservation. Donc, c'est un autre élément sur qu'on n'a pas évoqué ce soir. Donc, il y a comme deux poignées, là, si je peux dire.
Or, je peux témoigner ce soir devant vous et rendre hommage même aux citoyens qui vous ont devancé à Sillery et à Trois-Rivières et à nos collègues du ministère, parce que je peux vous assurer, sans faire une analyse au point par point, que dans les deux premiers cas, autant dans le cas de Sillery que dans le cas de Trois-Rivières l'année dernière, les consultations publiques ont amené le Conseil à formuler un avis contenant plusieurs recommandations, et je vous assure que la majorité de ces recommandations-là, en tout cas les plus importantes, les plus significatives, ont été retenues par le ministère et ça a amené une modification du projet de plan de conservation. Donc, c'est pas un exercice factice, là. Ça donne des vrais résultats. À force d'en parler. Bien, c'est ça. Comme le disait Mme Mercier tout à l'heure, ça prend de la résilience. C'est ça. Merci. Oui, Hélène Massé. Pour rajouter à ce que M. Bélanger vient de dire, par rapport à l'intervention que j'ai faite aussi auparavant, quand je vous ai parlé de la relation entre les villes, la Ville de Québec dans notre cas, et le ministère. Parce que quand la Ville de Québec décide qu'elle veut quelque chose, même si les citoyens vont dans le sens de votre document, on n'a pas gain de cause. On n'a pas eu gain de cause pour notre kiosque à musique dans le parc et on n'a pas gain de cause souvent. Et c'est sûr que là, vous allez avoir des balises. Sauf que comment ça va se jouer, le rapport de force entre le ministère et la Ville pour respecter les types de recommandations que vous allez faire? Et ça, c'est pas clair pour nous, les citoyens. Comme je vous l'ai dit tantôt, puis je le répète, pour nous, ce document-là, quand il va être adopté par la ministre, puis il est adopté par la ministre elle-même, même si, en général, vos autorisations sont signées par un fonctionnaire au nom de la ministre, le document lui-même, il est vraiment adopté par la ministre, c'est elle qui signe son adoption, devient en quelque sorte pour le ministère les orientations qu'on va vouloir appliquer et qu'on va travailler. Sur la ville. C'est ce que je comprends. Notre pouvoir sur la ville, c'est notre pouvoir d'autorisation que la ville doit également obtenir comme n'importe quel autre citoyen pour procéder à ces travaux-là. S'ils sont assujettis, évidemment, à la loi, on a ces pouvoirs-là, oui, puis ça va être le document qui va nous guider dans ces analyses-là puis ces décisions-là. Yannick Damour, citoyen. Ma question concerne encore les rapports avec la municipalité. Donc, à Charlesbourg, autour de l'aire de protection qui est existante, il y a des biens patrimoniaux de très, très grande valeur qui gravitent et qui ne sont pas protégés. Ma question est la suivante. Quand la municipalité refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu par la loi sur le patrimoine culturel, est-ce que vous avez tendance, lorsque ces biens-là sont d'une importance exceptionnelle, à recommander le classement? Donc, est-ce que le comité, ma question s'adresse principalement au comité, est-ce que le comité a tendance à recommander le classement à la ministre? Dans quel cas particulier? Quand un bien qui a une valeur patrimoniale importante, oui, c'est ça? D'une valeur patrimoniale extrêmement importante. Je dis bien extrêmement importante, et qui a un refus de la municipalité d'exercer le pouvoir discrétionnaire pour mille et une raisons qu'on ne connaît pas, mais la municipalité refuse de l'exercer. Ouais, je vais laisser Jean-Jacques répondre sur la question du rapport avec la municipalité, mais pour ce qui est de la recommandation qui est faite ou qui pourrait être faite par le Conseil du patrimoine sur ces questions-là, je dois vous dire que la question se pose régulièrement, je ne dis pas souvent, mais ça revient régulièrement, et c'est basé d'abord sur une analyse très sérieuse qui est faite, que classer un bâtiment, c'est pas un geste simple, c'est pas un geste banal non plus, ça a des conséquences qui sont à long terme, tant mieux,
et de toutes sortes de natures, y compris de nature financière. Là. On l'a évoqué tout à l'heure dans certains cas. Là. Donc, avant de recommander à la ministre de classer un bâtiment, le Conseil, premièrement, va s'appuyer sur une analyse qui va être faite par des experts, habituellement du ministère, qui vont d'abord faire une analyse et recommander le classement. À partir de ce moment-là, nous, on va l'analyser, le dossier, on va regarder quelle est la valeur nationale, par exemple. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est... est-ce que tel bâtiment a une valeur plutôt locale ou régionale ou si ça a une valeur nationale? Quelle est sa valeur historique? Quelle est sa valeur architecturale? Ce genre de questions-là vont être posées. On en discute et on en arrive à formuler un avis à la ministre. Mais la question vient d'abord de la ministre, du ministère. C'est le ministère qui, ayant connaissance d'une situation, en fait l'analyse et recommande le classement. Et nous, on l'analyse par la suite. Donc, pour la première partie de l'intervention, peut-être Jean-Jacques pourrait répondre. Par rapport aux relations qu'on a avec les municipalités, en fait, de façon générale, peu importe la ville, c'est sûr que notre pouvoir d'autorisation se limite à nos arrondissements historiques ou à nos biens classés, justement. Il arrive dans certains cas où il y a des éléments qui sont sous la juridiction des municipalités ou pour lesquels les citoyens nous interpellent. Quand c'est sur la juridiction de la municipalité, le seul, en quelque sorte, pouvoir qu'on a, si c'est d'intérêt local ou régional, c'est un pouvoir d'influence envers la municipalité. On va essayer de parler voir avec elle. Des fois, à ce que via nos programmes, on peut contribuer d'une façon ou d'une autre, notre expertise, à aider la municipalité. Mais on ne peut pas contraindre la municipalité en dehors de nos pouvoirs. Puis, tout comme le ministère a la responsabilité des éléments qu'on appelle de valeur nationale, les municipalités y ont un rôle à jouer au niveau de certains éléments qui sont d'intérêt plus propre à elles, plus local. Et ça, là-dessus, comme je vous dis, nous autres, au-delà d'un pouvoir de concertation avec la municipalité, de sensibilisation, on n'a pas de pouvoir de contrainte d'une municipalité à appliquer des éléments qu'elle ne veut pas appliquer ou qu'elle n'a pas dans sa disposition. Peut-être je rajouterais également que vous parlez tout à l'heure d'un bien qui serait hors du site patrimonial, par exemple, donc ailleurs sur le territoire de la Ville de Québec. Il est toujours possible aux citoyens de faire une proposition à la ministre de classement. C'est prévu par la loi. Si vous allez sur le site Internet du ministère, la section patrimoine, et vous avez une porte d'entrée citoyen, donc il y a d'expliquer toute la procédure. Il y a un formulaire pour proposer un statut, donc c'est possible de le faire. Et effectivement, comme M. Lefebvre l'a expliqué, bien après ça, il vous a expliqué le traitement qui est fait de la demande. Donc, il y a une réponse, donc classement ou non. Puis, effectivement, bien, après ça, il y a une réponse qui est faite aux citoyens par rapport à sa demande. Je vous remercie. Que ce soit en matière de dérogation ou d'infraction, comme on en parlait tout à l'heure, ou que ce soit en matière d'identification d'un bien qui pourrait avoir une valeur telle qu'on souhaiterait son classement, ou toute autre chose, n'oublions pas que dans tout ça, le principal gardien du patrimoine, c'est d'abord et avant tout le citoyen. Le ministère n'a pas un service, que je sache, de policiers qui parcourent le territoire pour voir s'il se passe des choses, mais par contre, on a des téléphones, puis on reçoit des appels du public. Le citoyen demeure d'abord et avant tout le principal gardien du patrimoine. Et ce que vous proposez, c'est un geste citoyen, puis nous, on est prêts à le recevoir. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois plus de mouvement. Oui, monsieur. Bonsoir. Mon nom, c'est Alain Fortier. Je ne suis pas directement concerné
comme les citoyens qui se sont présentés, qui sont des propriétaires, des choses comme ça, je serais plutôt intéressé. Je trouvais très intéressante la dame qui posait des questions sur le parc de la commune, etc. Puis, je vous entendais répondre au dernier intervenant sur une question qui me semble assez fondamentale. C'est peut-être un manque de connaissance de ma part, mais je vous pose la question comme telle. Il semble que les obligations, les devoirs, les responsabilités sont beaucoup dans les mains des citoyens. Les gens doivent conserver leur maison selon des principes de conservation avec des coûts qui sont importants. Puis, quand on vient à parler des obligations, des responsabilités de d'autres, là, ça semble être pas mal moins clair. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu quoi que ce soit qui définisse les pouvoirs, les responsabilités, les obligations de différentes personnes, organismes, organisations, structures gouvernementales, municipales, etc. Ça semble pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu, là. Comme je vous dis, c'est peut-être une méconnaissance de ma part, mais ça semble pas être établi, clair, direct, précis. Puis, quand on se dit, bon, par exemple, on prend l'exemple du parc de la commune, on avait des interventions qui se faisaient, puis on semblait pas y avoir des responsabilités qui se portaient autrement que dans les mains des citoyens. Je trouve ça drôle. Alors, je vous pose la question. Ne trouveriez-vous pas pertinent de définir une charte de responsabilité des différents niveaux, personnages, organisations intéressés à l'intérieur de cette question-là? Parce que le patrimoine, les citoyens ont bien beau être les gardiens du patrimoine. C'est sûr que c'est les plus proches de ces biens-là, mais c'est pas ceux qui ont les poignées les plus fortes non plus, là. Alors, je vous pose la question, est-ce que ça pourrait pas être une piste intéressante que d'être capable de déterminer les pouvoirs et responsabilités? Fait que l'influence, à ce moment-là, devient moins importante quand on peut s'appuyer sur des responsabilités. Tu as la responsabilité de, tu as l'obligation de, ou tu as le pouvoir, à certains égards, là, d'intervention ou non d'intervention. En tout cas, je vous laisse ça, là, vous êtes les spécialistes de la question, mais je n'ai pas perçu cette question-là de très bien définir pour chaque niveau qui est intéressé quelles sont ses obligations, quelles sont ses responsabilités. Merci de votre intervention. Moi, je vous entends très bien, en tout cas. Je comprends très bien également, et c'est précisément le genre de commentaire qu'on souhaiterait avoir le 24 novembre. Pas juste ça, là, mais ça illustre bien le type de commentaires qu'on est prêt à recevoir et sur lesquels on va se pencher très sérieusement. Heureusement, vous êtes quasiment dispensé parce que votre commentaire, il est déjà fait, il est consigné, il est enregistré, donc on va déjà en tenir compte, mais blague à part, c'est bien compris. Moi, j'en ai pris note et mes collègues également. On va y revenir là-dessus. J'ai pas de réponse, par contre, là. Non, comprendrez. Non, comme je vous disais... Nous, on a juste des questions. Comme je vous disais, je n'ai pas connaissance pleinement de tout le contenu légal, etc. Ouais. Mais ça me semble une évidence. Là, mais c'est un point qu'il faut absolument regarder. Est-ce qu'on devrait, je ne sais pas, est-ce qu'on devrait, oui ou non, prévoir dans le contexte d'un plan de conservation, une sorte de partage de responsabilités entre les différentes instances ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait prévoir ailleurs que dans des plans de conservation, éventuellement dans une sorte de politique ou je ne sais trop? Ça reste à voir, mais la question est intéressante et elle est posée puis elle est bien notée. Merci. Bonsoir. Bon, alors on dirait que ça fait le tour. Alors, il me reste à vous remercier très sincèrement de votre participation intéressante et intéressée, va sans dire. Je vous donne rendez-vous donc le 24 novembre. J'espère vous entendre en bon nombre. N'hésitez pas vos interventions peuvent prendre la forme qu'elles voudraient, y compris la forme d'une question, comme celle qu'on vient de nous poser. C'est une façon de nous faire réfléchir et de nous faire avancer également.
Je vous demanderais juste, peut-être, aidez-nous à vous aider. Si vous avez des interventions par écrit à nous faire, si possible, essayez de nous les envoyer peut-être une semaine, 10 jours à l'avance, peut-être autour du 14 novembre, de façon à ce qu'on puisse en prendre connaissance avant notre rencontre. Et puis, ça favorisera et ça facilitera nos échanges par la suite. Donc, on apprécierait beaucoup s'il y a des interventions écrites, qu'on les reçoive un petit peu à l'avance. Et pour ce qui est des interventions orales, on limitera absolument pas les interventions, là. Mais si jamais il y en avait beaucoup, vous comprendrez que pour faciliter la planification de la soirée et pour permettre à tout le monde qui a l'intention de s'exprimer, de le faire, bien là aussi, si vous pouviez nous prévenir par un petit coup de téléphone à Mme Gustin, au numéro de téléphone qui n'est pas là, mais qui sera là tout à l'heure, j'espère. Donc, c'est le 418-643-8378. Donc, prévenez-nous si vous avez l'intention de faire une intervention orale, ne serait-ce que pour qu'on puisse planifier un petit peu la soirée en conséquence. Alors, je vous remercie. Merci, M. Adijan. Merci, M. Lisotte. Merci à mes collègues. Merci à nos collaborateurs précieux qui sont à la diffusion web ce soir. Et merci, mesdames et messieurs. Et à la maison, merci aussi. Au revoir.